Alors, ce que cette campagne a réussi aussi, c'est que, enfin, ce qu'elle a visé, ce qu'elle a atteint, c'est le mariage de la carpe et du lapin, et là je veux dire le mariage du féminisme avec la laïcité, avec l'idée des droits des femmes. Alors je pense que vous êtes toutes et tous familières et familiers avec l'idée que le foulard est l'ennemi, enfin c'est le symbole de l'oppression des femmes, il n'y en a pas d'autre. Bon, ça c'était un thème qui a été seriné. C'était extraordinaire quand même que dans cet ensemble de pays riches, la France, la Belgique, un peu moins riche maintenant, mais quand même encore assez, bon, l'Allemagne, l'Autriche, l'Angleterre, l'Espagne, l'Italie, que nous n'ayons pas pu trouver un symbole de l'oppression des femmes et qu'il ait fallu nous tourner vers les enfants d'immigrés pour trouver un symbole de l'oppression des femmes. On leur demande décidément beaucoup. Mais bon, c'est devenu le symbole de l'oppression des femmes, mais il n'y en avait pas d'autre. Et cependant, quand la loi, c'est devenu le symbole de l'oppression des femmes, et c'est pour ça, je reviens là-dessus, à partir du moment où la loi a été passée, on voit donc sur ces sites et ailleurs que les sites hyper laïques ou ultra laïques se revendiquent toujours des droits des femmes, en y mettant un seul contenu qui est l'interdiction du foulard d'ailleurs. C'est formidable, on dirait que les femmes ne veulent que ça, ne demandent que ça, que le foulard soit interdit. Et inversement, quelques féministes ont dit que, bon, on est dans des sites, je ne sais pas si c'est un site ou une association qui s'appelle féministe et laïque, ou laïque parce que féministe, ou féministe parce que laïque, je ne me souviens pas, comme si le laïcisme et la féminité avaient toujours été de pair. Or, rien n'est plus faux. Je pense que ça a été découvert en 2003 comme une espèce de slogan publicitaire, mais en fait, il n'y a aucun rapport entre la laïcité et le féminisme. Et historiquement, c'est plutôt l'inverse. Car les plus laïques d'entre les laïcs, c'est-à-dire les radicaux socialistes, sont le groupe parlementaire qui, entre les deux guerres, a fait échouer toutes les propositions d'accorder le droit de vote aux femmes, qui ont été proposées quelque chose comme une trentaine de fois par des députés divers, de la gauche, de la droite, etc. Et à chaque fois, c'est le bloc radical socialiste, qu'on appelait amicalement les Radsoc, qui a fait échouer cette proposition de loi. Pourquoi? Pour des raisons féministes aussi, parce que dans la grande estime qu'ils avaient pour les femmes, ils pensaient que les femmes allaient voter comme leurs confesseurs, donc elles allaient voter pour l'Église. Voilà. Donc, en fait, donc, historiquement, après les Radsoc, après la guerre, ont quasiment disparu. Enfin, il n'en reste disons plus. Et, mais enfin, ils avaient quand même réussi à faire que la France soit le Xème pays qui donne le droit de vote aux femmes, longtemps après, par exemple, la Turquie. Bon. Alors, une autre chose dont je voulais vous parler, parce que c'est pas très organisé, parce que il y a des choses importantes dont je veux vous parler, donc qui sont pas forcément reliées entre elles. Quand la loi a été passée, donc c'est une loi qui prétend interdire les signes ostentatoires de religion. Alors dans les signes ostentatoires, elle a mis le foulard, parce que bon, ça c'est la loi, elle dit il faut, non, mais une loi n'arrive à s'appliquer que quand elle a un règlement, des modalités d'application qui sont déterminées. Alors là, c'est très intéressant d'ailleurs, parce que c'est le foulard où tout couvre-chef qui pourrait utiliser à la place d'un foulard. Alors, je vais vous donner un exemple de à quel point c'est objectif. Par exemple, une jeune fille qu'on a déjà vue avec un foulard et dont on sait par ailleurs ou dont on infère qu'elle est musulmane. Si un jour elle se pointe avec un béret en disant c'est pas un foulard, mais c'est vrai, ça a été dit. Si elle se pointe avec un béret, pof, on l'exclut de l'école parce que c'est en remplacement d'un foulard, donc d'un signe religieux.
Comment? Oui, mais comme elle le met en remplacement d'un foulard islamique, ah mais vous comprenez pas, là, c'est l'intention qui est punie. Hein, on est quand même un pays quand même avec une forte imprégnation religieuse, c'est l'intention qui est punie. Et, mais en revanche, si c'est une jeune femme, une jeune fille qui n'est pas musulmane, elle peut se mettre ce qu'elle veut sur la tête. Donc, alors ça, je ne suis pas... Oui, normalement oui, mais je ne suis pas absolument sûre. Mais ce qui est très bizarre, c'est que dans le règlement, les décrets d'application de la loi, on va beaucoup dans le détail, mais il y a des choses absolument ridicules qui sont possibles. Mais je ne sais pas si elles se sont produites. Voilà, c'est ça. Mais parce qu'il y avait beaucoup d'incertitudes, et il reste beaucoup d'incertitudes. Alors, je vais finir sur cette histoire de foulard. Donc, les choses qui ont été... Donc, en général, ce qui s'est passé, c'est qu'on a conseillé aux chefs d'établissement d'interdire tous les couvre-chefs dans les salles de classe, et sauf à l'extérieur, par exemple, s'il y avait des promenades de la classe, mais sauf les signes ostentatoirement religieux, comme le foulard. Alors, comme signe ostentatoirement religieux, il y a le foulard, la kippa, c'est-à-dire le petit bonnet juif qui est porté par certains élèves, et les croix de dimension déraisonnable. Alors, les décrets d'application parlent des croix de dimension déraisonnable. Et ce que je trouve extraordinaire, c'est qu'aucun journaliste, aucun directeur, personne n'a jamais demandé qu'est-ce que c'était qu'une croix de dimension déraisonnable et qu'est-ce que c'était qu'une croix de dimension raisonnable, à partir de quel moment, à partir de combien de millimètres commençait la déraison. Et en fait, ce qui a été admis implicitement, c'est que les croix jusqu'alors portées par les élèves catholiques était tacitement raisonnable, et que au-delà de ça, par exemple, quelqu'un qui prendrait un crucifix d'une église et qui se... Au-delà de ça, on tomberait dans le déraisonnable. Bon. Jusqu'ici, aucun élève ou aucune élève catholique n'a été exclu d'une école à cause de ça. Bon. Donc c'est très intéressant. Je me souviens, il y avait un philosophe, je l'ai déjà mentionné, j'oublie son nom, ça me fait de la peine parce que je trouvais son article si drôle. Il disait, si on veut faire passer un truc vraiment outrageux et ridicule, on n'a qu'à imaginer une situation, on n'a qu'à mettre parallèlement des situations qui existent et des situations qui n'existent pas ou ne peuvent pas exister, comme justement, bon, de se trimballer le crucifix de l'église. Alors ça n'existe pas, mais on l'interdit. Alors comme ça, tout le monde est à égalité. Voilà. Mais c'est comme ça qu'on fait. Mais vous savez, je pense qu'il n'y a pas qu'en France qu'on fasse ça. Hein. Méfiez-vous, parce que je pense qu'en Belgique aussi, celui qu'on appelle le législateur est quelqu'un d'extrêmement sournois, pour ne pas dire pervers. Hein. Ouais. Alors, donc il y a ça. Et puis... Maintenant, il faut quand même en venir. Alors, si je vais juste rajouter une information, c'est que juste après le passage de la loi, on a eu à une école pour toutes et pour tous, qui était un groupe formé justement pour combattre cette loi, et qui au bout d'un an, malheureusement, s'est un peu démobilisé, parce qu'on était très peu. C'est qu'on a été rejoint par un groupe de parents sikhs. Les Sikhs sont un peuple d'Inde et dont les hommes, depuis leur naissance, ne doivent jamais couper leurs cheveux et doivent les ramasser dans une espèce de chignon qui lui-même doit être pris dans un filet, qui lui-même doit être pris dans un turban. Donc, ça a touché les garçons sikhs aussi. Mais comme m'a dit le directeur des cultes, eh bien, c'était un dommage collatéral. Et pourquoi un dommage collatéral ? Primo, parce qu'ils ne savaient pas qu'il y avait des Sikhs en France. Et deuxièmement, parce que ils auraient bien voulu les excepter de ça. Donc c'était une confirmation de ce qui était visé,
Ce n'était pas du tout les couvre-chefs ou les signes religieux, c'était le foulard islamique. Alors maintenant, venons-en aux questions, aux raisons profondes. Pourquoi on a voulu interdire le port de ce foulard? Il faut bien voir que ce n'est pas la première affaire du foulard. En France, il y en a eu 3. Il y en a eu une en 89, il y en a eu une en 94 et il y a eu finalement celle de 2003. Donc il y a eu 3 tentatives par des acteurs politiques de monter des campagnes et de faire paraître le foulard islamique comme mauvais, menaçant la laïcité et menaçant les droits des femmes, etc. Les 2 premières tentatives n'ont pas été menées à bout, et d'après certains analystes, je pense en particulier à une de mes consoeurs, sociologues comme moi, dont le nom m'échappe, peut-être parce que les gens qui promouvaient ces campagnes anti-foulard islamique n'étaient pas prêts à sacrifier la kippa, c'est-à-dire ils auraient voulu que juste le foulard soit interdit. Et puis en 2003, ils ont réalisé qu'il fallait qu'il y ait un quid pro quo, c'est-à-dire non pas un malentendu, mais un échange de bons procédés, et que si on demandait aux jeunes musulmanes d'enlever leur foulard, il fallait demander aux jeunes garçons juifs d'enlever leur kippa. Alors, qu'est-ce qui a donc provoqué ce désir d'interdire le port du foulard? Eh bien, il y a eu il faut d'abord parler d'un sentiment, un sentiment qui s'est déversé dans les journaux à partir entre 2003 et 2004, et qui était celle du péril musulman. Du péril musulman à l'extérieur de nos frontières, du péril musulman à l'intérieur de nos frontières. Le péril musulman qui est un péril qui est agité régulièrement. La dangerosité de la religion musulmane et des musulmans qui est agitée régulièrement depuis longtemps. Il y a Thomas Deltombe a écrit un livre qui s'appelle La construction imaginaire de l'islam, ou la construction de l'islam imaginaire, je ne me rappelle plus, qui est excellent. Il a étudié ce qu'ont fait les mass médias, c'est-à-dire les émissions de télévision et les grands journaux depuis 30 ans. Et bon, grosso modo, je vous le dis en 2 mots, parce que c'est pas comme ça, mais grosso modo, en 30 ans, chaque semaine, en 30 ans, il y avait au moins 2 articles et une émission de télévision, à peu près, sur « Faut-il avoir peur de l'islam ?» Alors, il y avait un point d'interrogation, mais bon, la réponse, c'est quoi, d'après vous? Bon, la réponse, c'était oui, il faut en avoir peur, d'ailleurs. Et au bout de 30 ans, ben, c'est sûr que les gens en ont peur. Mais il y a des racines encore plus anciennes que ça. Il y a ce lavage de cerveau, disons, très important. Mais il y a aussi un racisme historique en France. Un racisme historique fondé sur le fait que la France a conquis l'Algérie en 1830, puis envahi et colonisé le Maroc et la Tunisie au tournant du XXe siècle. Donc il est impossible, et comme elle a donné aux indigènes de ces pays un statut d'indigène, qui n'a rien à voir avec l'étymologie du terme, c'est-à-dire un statut qui n'est même pas le statut de citoyen de seconde zone, mais quelque part entre... Enfin, c'est pas un statut d'esclave, mais c'est un statut de sujet. C'est un statut de sujet de... Là, pas de la couronne, c'est des sujets de la République. Donc la République a eu des sujets. On ne peut pas maintenir les gens comme ça sous sa botte sans éprouver du mépris et de la haine pour eux. Parce qu'il faut bien... Parce que les deux vont ensemble. Hein. On ne peut pas exploiter quelqu'un sans le détester. Parce qu'on a peur de sa vengeance, mais aussi parce qu'on est obligé de le voir comme mauvais pour pouvoir justifier vis-à-vis de soi-même qu'on l'exploite. Donc il y a un racisme structurel français vis-à-vis de tous les gens originaires d'Afrique du Nord. Et alors il a été surdéterminé par l'histoire récente, d'abord par la guerre d'Algérie, qui n'est pas si vieille que ça, hein, qui ne s'est terminée qu'en 1962,
et dont les protagonistes sont encore en vie. C'est-à-dire qu'on a sur le territoire français les piou-piou qui ont été faire la guerre, hein, qui avaient 20 ans à l'époque, et qui sont revenus et qui n'en parlent pas, qui n'en parlent jamais. Dieu sait ce qu'ils ont fait, Dieu sait ce qu'ils ont vu. On a des gens qui ont fait la guerre de l'autre côté, qui sont venus ensuite comme ouvriers, des Algériens, hein, d'après l'indépendance. On a les rapatriés d'Algérie, c'est-à-dire la population blanche, la population dominante, hein, presque 1 million de personnes qui sont revenues avec une haine immense des Arabes qui les avaient jetés dehors. Et tout ce monde-là se retrouve là ensemble. Ces gens qui ont des contentieux énormes à régler sont là, sur le même territoire de la France. Donc ça, c'est encore une autre source de tension importante. Hein. Et puis, je ne donne qu'un exemple. Il y a eu, il y a 2 ans, une tentative de faire passer une loi qui parlait du, je ne sais pas quoi, des bienfaits procurés par la présence française en Afrique, que les historiens et les gens de gauche ont dénoncé, etc., comme d'inspiration néocoloniale. Oui, elle n'est pas d'inspiration néocoloniale, elle est d'inspiration coloniale. Ce sont les pieds noirs, les rapatriés qui veulent qu'on dise qu'ils ont joué un rôle positif en Afrique. Bon, ben, ils ont joué un rôle positif pour eux, mais pas pour les autres. C'est ça qui est complètement. Il y a un autre facteur important, c'est la scène, c'est l'aspect géopolitique, c'est la scène globale. Or, qu'est-ce qui se passe? Il se passe en 1990, 91, la première guerre du Golfe, la première guerre d'agression contre l'Irak, hein, sous prétexte que l'Irak avait envahi le Koweït. Il y a des tas de pays qui ont envahi des tas d'autres pays à qui on n'a jamais rien dit. Suivi de l'embargo contre l'Irak, c'est-à-dire d'une punition, d'une cruauté insensée, suivi de la deuxième guerre d'Irak. Et entre-temps, on avait eu la guerre contre l'Afghanistan. Bon. Et tout ça, la guerre contre l'Afghanistan, c'était la punition pour 2001. Hein. L'ONU l'a avalisé comme un droit d'autodéfense. Hein. Droit d'autodéfense qu'on exerce 3 semaines après. Je veux dire, bon, c'est... Comme et puis en plus, c'est pas comme d'aller mettre une serrure à sa porte 3 semaines après. Hein, c'est d'aller tuer des autres gens. C'est d'aller tuer des autres gens, n'importe quels autres gens, du moment qu'on se venge. Bon. Donc ils ont fait ça. Pourquoi est-ce que je dis ça? Je dis ça parce que moi je le ressens comme ça, mais je dis ça aussi parce que les intéressés et tous les musulmans l'ont ressenti comme ça. Ils se sont demandé pourquoi les Afghans devaient être tués, sous prétexte que les Américains avaient subi les attentats de septembre 2001. Bon.